Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Vers un feu vert du Parlement à la prolongation de l'intervention Sangaris en Centrafrique. Mais pour combien de temps et dans quelles conditions? Débat à suivre dans ce journal. La transition énergétique en débat au Sénat ce soir. L'UMP veut réaffirmer l'importance du nucléaire dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le jour où Greenpeace estime que la prolongation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans coûtera 4 fois plus cher que prévu. Le salon de l'agriculture, passage obligé des politiques à un mois des municipales. On en parle dans notre page spéciale avec Mickaël Zamès. Mais tout de suite, on va prendre la direction de l'hémicycle pour retrouver Tam Tranui. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors le vote du Sénat sur la prolongation de l'intervention en Centrafrique est imminent. Actuellement, c'est Laurent Fabius qui est en train de s'exprimer. Que dit-il au sénateur? Et oui, effectivement, Laurent Fabius est actuellement dans l'hémicycle. Il répond point par point aux questions qu'ont posées les sénateurs depuis 2 heures dans l'hémicycle. Alors, il n'y a pas vraiment de suspense. Ce soir, les sénateurs devraient voter la prolongation de l'opération Sangaris. Et on sait déjà à peu près comment les votes devraient être répartis. Alors, les socialistes comme l'UMP et le groupe RDSE devraient tous voter pour. Les écologistes et les centristes devraient également voter pour à une très forte majorité. On sait par exemple qu'il y aura seulement 3 abstentions du côté des écologistes. Quant au groupe communiste, il a laissé la liberté de vote à ses membres qui soutiennent la prolongation de cette opération, eux aussi en majorité. Et il y a un autre point sur lequel les sénateurs sont également d'accord, c'est que s'ils veulent bien prolonger l'opération, ils ne veulent plus que la France soit seule. Ils demandent l'aide de l'Europe et ils demandent aussi que cette opération française avec les forces africaines de la MISCA soit vite remplacée par une opération de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et qu'enfin on en arrive à la reconstruction de la Centrafrique. Merci beaucoup Tam et on vous retrouve dès que le vote intervient au Sénat. Alors on vient de le voir, la prolongation de l'intervention française en Centrafrique fait l'objet d'un large consensus, aussi bien à gauche qu'à droite, mais les critiques restent nombreuses et notamment sur les difficultés de François Hollande à convaincre les alliés de soutenir cette opération Sangaris. Flora Sauvage. L'intervention militaire française en Centrafrique devait être rapide. Finalement, elle sera plus longue que prévu. Députés et sénateurs se sont penchés cet après-midi sur la question de la prolongation de l'opération Sangaris. Un vote exigé par la Constitution lorsque la durée d'intervention excède 4 mois. Pour le gouvernement, il faut continuer l'opération déjà engagée. Nos efforts ont commencé à porter leurs fruits. L'embrasement généralisé qui menaçait a été évité. En matière humanitaire, la situation reste en effet extrêmement critique, avec, nous citons les chiffres comme ordre de grandeur, 250 000 réfugiés et 825 000 déplacés. À droite comme à gauche, la prolongation de l'intervention française fait consensus, même si sur les bancs de l'UMP, des critiques se font sentir. Notre vote ne nous dispense pas d'exprimer des regrets, de poser des questions et de formuler des recommandations. Était-il vraiment impossible d'éviter d'en arriver à cette violence généralisée? Les mises en garde, pourtant, n'avaient pas manqué. Sur les bancs socialistes, on affirme son soutien au gouvernement. Je vois les doutes qui commencent à se manifester. Mais quelle alternative proposent ceux qui émettent ces doutes et ces critiques? De quitter purement et simplement la Centrafrique? Personne n'y pense sérieusement. D'exiger le renfort de l'Europe? Il va arriver. De demander la création d'une OMP à l'ONU? Elle est en cours. Quant à la durée de la prolongation de l'opération Sangaris, le gouvernement s'est bien gardé cette fois de fixer un terme. En bref, la France se tient à sa trajectoire de réduction de son déficit public. Réaction de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, à la publication par la Commission européenne d'une prévision pour l'an prochain très supérieure à l'objectif de moins de 3% visé par le gouvernement français. Tout de suite, c'est notre page spéciale municipale.
Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors le salon de l'agriculture, eh bien c'est le passage obligé pour les politiques à un mois de ces élections municipales. Et plus qu'une tradition, c'est même une obligation. Il faut être vu et surtout entendu. Que ce soit pour Nicolas Dupont-Aignan en campagne, vous allez le voir sur ces images avec une petite vachette aux couleurs bleu, blanc, rouge, ou pour l'ancien ministre de l'Agriculture qui connaît bien le terrain. Il s'agit bien sûr de l'UMP Bruno Le Maire. Il s'agit de parler du fond, bien entendu, mais aussi de serrer les mains et faire quelques photos pour l'occasion. Mais lui, si on lui dit électoraliste, voilà ce qu'il nous répond. Non, honnêtement, j'y vais pas avec des arrière-pensées politiques ou des arrière-pensées électorales. Les paysans savent faire la différence entre le moment de rencontre du monde paysan, qui est le salon de l'agriculture, et les élections municipales. Moi, je mélange pas les choses. Alors c'est comme ça chaque année, hein, Mickaël, mais aujourd'hui, pourquoi c'est différent? Le nombre de caméras au centimètre carré, vous allez le voir aussi sur ces images, la pression monte, on est à quelques jours évidemment du premier tour des élections municipales, c'est un véritable balai, les uns arrivent, les autres partent, et regardez sur ces images, 10h pile ce matin, à l'occasion de l'arrivée de Marine Le Pen, c'est un véritable mur qui attend les journalistes. J'étais dedans, hein, c'est une véritable mêlée, vous qui êtes fan de rugby, vous savez ce que c'est. Alors à ses côtés, vous le voyez peut-être sur les images, c'est les différents candidats, et notamment Valéran de Saint-Just, qui est le candidat du Front National à la mairie de Paris. Oui, c'est lui qu'on avait vu sur les images avec les cheveux gris et les petites lunettes. Marine Le Pen, il faut le dire, elle prépare là les élections européennes, peut-être plus que les élections municipales. Elle a recueilli près de 20% des voix dans le monde agricole à l'élection présidentielle. C'est une progression de 10 points de plus en quelques années. Alors le but évidemment, c'est de parler à cet électorat. Écoutez Marine Le Pen. C'est un électorat qui est en train de comprendre qu'il est le grand perdant de la mondialisation sauvage, de l'ultralibéralisme, des accords de libre-échange qui se multiplient. Et alors même que la classe politique est dans l'incapacité de répondre aux préoccupations qui sont celles des agriculteurs et qui sont de plus en plus nombreuses, il faut le dire. Alors cette stratégie a l'air de fonctionner pour le Front National, en tout cas dans les sondages. Oui, dans les sondages, en tout cas, direction Forbach, c'est en Moselle, 22 000 habitants, et le candidat n'est autre que le numéro 2 du Front National, Florian Philippot, sondage IFOP pour le Républicain Lorrain. Au premier tour, le FN arrive en tête avec 35%, le suivi du maire sortant, le candidat Laurent Kalinowski, 33%, PS, la droite, elle part divisée. Il y a deux candidats, Alexandre Cassaro pour l'UMP, crédité de 17,5% des voix. Au deuxième tour, voilà ce que cela donne, 36, égalité parfaite. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Delphine, on parlait déjà de Béziers, et à Béziers, où le Front National aussi était présent, c'était égalité parfaite. Autre sondage, cette fois direction Toulouse, Mickaël. Sondage Ipsos pour la Dépêche du Midi Toulouse. Vous savez, c'est l'un des objectifs de l'UMP. La gauche part là, divisée aussi au premier tour. Les Verts ont décidé tout simplement de faire cavalier seul. Et bien au deuxième tour, voilà ce que cela donne. Pierre Cohen, le maire, arriverait en tête avec 51%. L'UMP Jean-Luc Moudin serait crédité de 49%. Si on analyse un tout petit peu ce sondage, le réservoir de voix à gauche est un petit peu plus fort, avec les Verts évidemment et avec le Front de gauche. Reste quand même la marge d'erreur sur ce sondage. Et puis notre inconnu, bien sûr, la mobilisation. Demain, sondage très important, Paris, 5e arrondissement, ville, évidemment arrondissement test pour l'UMP, qui est évidemment historiquement à droite, mais qui pourrait basculer. Merci beaucoup, Mickaël. Le Sénat débattra ce soir d'une proposition de résolution de l'UMP sur la transition énergétique. Le gouvernement doit bientôt présenter une loi qui devrait permettre de redonner du pouvoir d'achat aux Français en les aidant notamment à réduire leur consommation d'énergie. Et vous allez le voir dans ce reportage à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, les collectivités locales ont déjà pris les devants. Maxime Tully. À la maison, quelques gestes suffisent pour éviter de gaspiller de l'électricité ou du gaz. Le chauffage représente à lui seul près de 70% de l'énergie consommée. Pour faire des économies d'énergie chez soi, d'abord on peut essayer de garder une température qui est optimale dans toutes les pièces. Quand on sort pendant une longue période ou quand on n'est pas là, baisser son thermostat, baisser la température, ça fait faire beaucoup d'économies d'énergie. D'autres gestes peuvent nous aider à réduire nos consommations d'énergie, comme éteindre ses appareils électroniques en veille ou couper l'eau lorsque l'on fait la vaisselle. Avec la hausse du coût de l'énergie, les collectivités locales surveillent elles aussi leurs dépenses. À Vanves, le maire a réhabilité les combles de l'école Gambetta. Résultat, le bâtiment a vu sa facture de gaz baisser de 30% sur un an. Autre mesure, la création de toits végétalisés. L'herbe absorbe l'eau de pluie, ce qui désengorge les égouts et réduit les coûts d'entretien. Ces toitures permettent également de mieux isoler les bâtiments et donc de consommer moins. Avec tous les travaux qu'on a fait cet été,
donc les changements de chaudière, la rénovation de l'éclairage de certains sites. Alors pour le gaz, on a réussi à faire 7% d'économie d'énergie entre 2012 et 2013. À Vanves, le maire multiplie les travaux de réhabilitation. Objectif, diminuer de 12% la consommation d'énergie d'ici à 2017. Et avec nous sur ce plateau, Ladislas Poniatowski, bonsoir, Bonsoir. Sénateur UMP de l'Eure. Vous allez défendre pour l'UMP cette proposition de résolution ce soir. Quel est son objectif? Eh bien, c'est d'essayer d'apporter un peu plus sur ce grand débat sur la transition énergétique qui va démarrer. Parce que nous trouvons que le débat est totalement tronqué, en ce sens que les décisions sont déjà prises et maintenant on fait de l'habillage pour essayer d'expliquer pourquoi il faut fermer une première centrale nucléaire et qu'il faudrait en fermer 50, la moitié du parc d'ici 20 ans, ce qui est totalement absurde et économiquement impossible. Donc nous voulons en débattre, nous voulons apporter notre contribution à ce débat. Alors parce que contrairement aux idées reçues, ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir une hausse de la consommation d'électricité. Est-ce que la France est parée à cette hausse? Ah ben, si nous fermons la moitié de nos centrales nucléaires, certainement pas. On commence par Fessenheim, comme vous le savez, d'ici 3-4 ans. Et j'espère qu'on n'aura pas le temps de le faire. J'espère que nous aurons le temps, en arrivant, de revenir sur cette décision concernant Fessenheim et surtout de revenir sur la seconde annonce totalement farfelue du président de la République de ce que, d'ici 2000, tenez-vous bien, 25, 50% de la production électrique seulement proviendrait du nucléaire. C'est économiquement pas possible. Nous en mourrions économiquement. Il s'est pourtant engagé, hein, c'est une de ses promesses de campagne, Oui, et c'est très sensible besoin de la tenir. électoralement, notamment en ce qui concerne la présence des Verts au gouvernement. Il ne sera plus là. Alors là, vous avez raison. Il ne sera plus là pour tenir le second engagement. Vous avez raison de rappeler que c'est une promesse complètement électorale. Ce sont deux cadeaux qui ont été faits aux Verts pour qu'il fasse partie de sa majorité. Vous voyez comme sa majorité, dans sa majorité, les écologistes le remercient aujourd'hui. Il ne cesse de taper sur le gouvernement avec chaque jour une idée différente. Donc je pense qu'il aurait pu faire l'économie de ces deux promesses qui sont de vraies erreurs pour notre pays. Alors ce soir en séance, vous allez réaffirmer bien que pour vous, le nucléaire, c'est une filière d'excellence qu'il faut promouvoir, et notamment en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pensez être entendu sur ce point par le gouvernement? Non, on ne va pas venir en disant il faut du tout nucléaire. Il faut que dans notre mix énergétique français, il y ait de tout. La part du nucléaire ne peut baisser que progressivement et tout doucement. Et il faut donc la remplacer par autre chose. On ne la remplacera pas, nous ne proposons pas de la remplacer comme en Allemagne par le charbon. C'est une autre énergie qui est encore particulièrement polluante et dangereuse. Il faudra dedans la remplacer en partie par du gaz, il faudra la remplacer bien sûr par les énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables ont un coût assez phénoménal et je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à payer leur électricité à n'importe quel prix demain. Voilà pourquoi il faudra de tout et nous sommes pour un mix énergétique équilibré. Au passage, j'ai cité le mot gaz. Je regrette vraiment qu'on ferme la porte, et je vais le rappeler ce soir, au gaz de schiste. Je ne dis pas qu'il faut la porte déjà... n'est peut-être pas fermée. On sait qu'Arnaud Montebourg, eh bien... Oui, mais la position d'Arnaud Montebourg me plaît. Évoque d'autres propositions pour une exploitation propre du gaz de schiste. Pour de l'expérimentation. L'expérimentation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire produire du gaz de schiste. Ça veut dire aller savoir ou tenter de savoir ce qu'il y a dans notre sous-sol. C'est une position absurde. Aujourd'hui, la majorité socialo-écologiste ne veut pas savoir ce qu'il y a dans le sous-sol français. Au moins, allons voir, parce que peut-être qu'ils auront la bonne surprise de découvrir qu'il n'y a pas beaucoup de gaz de schiste. À ce moment-là, d'accord, on referme le couvercle, on abandonne. Mais je pense que la France risque d'être le 3e ou 4e pays européen en matière de réserve de gaz de schiste. À ce moment-là, on aura un débat, mais ce serait une vraie erreur de fermer définitivement la porte. Votre réaction, Ladislas Poniatowski, à ce rapport commandé par Greenpeace qui estime que si EDF veut prolonger la durée de vie de ses réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, eh bien, ça coûtera 4 fois plus cher qu'officiellement annoncé, sauf eh bien, si on peut-être lésine un peu sur la sécurité. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas parce que d'ailleurs on s'appelle Greenpeace qu'on peut se permettre ce genre de choses. Je veux dire, c'est un beau nom, mais c'est une entreprise qui... c'est de la désinformation totale. Nos centrales nucléaires sont beaucoup plus sécures que les centrales atomiques américaines, ne serait-ce que parce que notre autorité de sûreté nucléaire est beaucoup plus sévère, voire même méchante dans les contrôles. Et je reviens sur Fessenheim une seconde. L'absurdité du jour où Fessenheim avait été annoncé comme devant fermer, l'autorité
de sûreté nucléaire venait d'annoncer que sa durée de vie pouvait être prolongée de 10 voire 20 ans. Merci d'avoir été notre invité. On va tout de suite regagner l'hémicycle du Sénat pour entendre les résultats du vote sur la prolongation de l'intervention Sangaris. On écoute tout de suite le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Le vote devrait intervenir d'ici quelques instants. On écoute Jean-Pierre Bel. Alors, l'Assemblée nationale a, elle, dit oui à la prolongation de l'intervention Sangaris en Centrafrique. Le débat vient tout juste de se terminer au Sénat. On va écouter maintenant les résultats qui vont être proclamés dans un instant par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Alors pour en savoir plus sur ce qui se passe, on va tout de suite rejoindre Tam Tranui. Vous êtes en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. C'est un scrutin public qui vient tout juste de se terminer, hein, Tam. Et oui, effectivement, on l'a vu, les sénateurs, les uns après les autres, ont voté en scrutin public dans les urnes qui sont en train d'être pesées dernier mois et que Jean-Pierre Bel va bientôt prendre connaissance avant de proclamer le vote. On l'entend tout de suite. Bien, mes chers collègues, voici le résultat du dépouillement du scrutin numéro 158 sur l'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées en République centrafricaine. Nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 331, pour l'autorisation de prolongation 328, contre 3. Le Sénat a autorisé la prolongation de l'intervention des forces armées en République centrafricaine. L'Assemblée nationale ayant elle-même émis un vote favorable, je constate en application du 3e alinéa de l'article 35 de la Constitution que le Parlement a autorisé la prolongation de l'intervention des forces armées en République centrafricaine. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h30 pour l'examen de la proposition de résolution relative à la transition énergétique. Voilà, vous venez de l'entendre en direct. Le Parlement a donc donné son feu vert à l'intervention, à la prolongation de l'intervention Sangaris en Centrafrique. On va retrouver Tam Tranui pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Sans surprise, il n'y a eu que 3 votes contre, hein, Tam. Et oui, seulement 3 votes contre, 328 votes pour. Donc une immense majorité du Sénat a voté pour la prolongation de l'opération Sangaris. Ce n'était pas une surprise puisqu'on le savait. Les socialistes, l'UMP, le groupe RDC ont tous voté pour. Les écologistes et le groupe centriste ont voté pour à une très forte majorité. Et le groupe communiste qui a eu la liberté de vote a lui aussi voté en majorité. Tout à l'heure, juste avant ce scrutin, on a pu entendre Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui a répondu, qui a pris soin de répondre point par point à toutes les questions du Sénat et qui a salué la position du Sénat. Il a d'ailleurs rappelé qu'il a entendu 2 mots tout le long de cet après-midi, responsabilité et honneur. Je le cite, la France prend ses responsabilités. Elle agit non sans difficulté en Centrafrique, mais c'est tout à son honneur. Voilà Delphine. Merci beaucoup Tam pour vos explications. Et on va tout de suite retourner et prendre la direction du Salon de l'Agriculture pour voir ce sujet de Samia Déchir, tourné aujourd'hui sur les technologies toujours plus innovantes qui permettent aux agriculteurs de conserver leur compétitivité tout en respectant l'environnement. Ce genre de mastodonte fait désormais partie du paysage agricole. 5% des exploitants utilisent aujourd'hui des technologies embarquées à bord de leurs machines. GPS, cartographie satellite, autant d'outils qui ne permettent pas seulement un meilleur rendement, mais peuvent aussi rendre les pratiques plus écologiques, car moins gourmandes en pesticides. Ce prototype de robot, par exemple, développé par l'Institut national de recherche agronomique, pourrait permettre de réduire la consommation d'herbicides de moitié sur une parcelle. Il est guidé par GPS, il va passer entre les rangs de culture et l'idée c'est qu'il va uniquement pulvériser
un produit de désherbage là où il va détecter des mauvaises herbes. Moins de pesticides et moins d'engrais comme l'azote, c'est aussi ce que permettent les drones civils. Plus efficaces que le satellite, ils survolent les parcelles pour les cartographier. La cartographie va me donner dans un seul champ l'endroit où la plante a moins besoin d'azote et d'autres endroits dans la parcelle où le blé a besoin de plus d'azote. Au final, sur l'intervention, je vais économiser environ 10% d'azote. Mais ces nouvelles technologies, efficaces sur plusieurs centaines d'hectares, sont faites pour un certain modèle d'agriculture intensive. Moi j'ai une petite exploitation de 20 hectares sur une agriculture conventionnelle et une partie en biolo, notamment sur la variété Juliette. Et moi je pense que ces nouvelles technologies ne sont pas adaptées justement pour les petites exploitations, plus pour des grosses exploitations. Et que non, je pense qu'il y a beaucoup d'autres évolutions à faire pour améliorer l'environnement. Une question de choix qui a tout de même un coût. Un drone civil, par exemple, vaut environ 30 000 €. C'est donc souvent à travers des coopératives que les agriculteurs s'équipent. Et Didier Guillaume, le vice-président socialiste du Sénat, était l'invité de l'émission Preuve par 3, enregistrée cet après-midi en direct du Salon de l'Agriculture. Il a réagi à la présence des écologistes au gouvernement. On l'écoute. Dans l'accord avec les Verts, il y avait 2 points de non-accord qui avaient été actés. Ce sont le nucléaire et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dont acte, nous ne sommes pas sur la même position. Les Verts veulent sortir du nucléaire. Ce n'est pas la position des socialistes. Les Verts ne veulent pas de cet aéroport. Le Premier ministre l'a toujours voulu. Pourquoi vous attendez, mais il y a beaucoup de choses. Vous lui pardonnez, à part Cécile Duflot, on ne va pas faire une fixation sur elle, mais enfin pourquoi vous lui pardonnez, elle, d'affaiblir le Premier ministre? Mais je n'ai rien à pardonner à Cécile Duflot. Moi, je pense que les Verts ont toute leur place dans cette majorité, toute leur place dans ce gouvernement. On a entendu le Premier ministre lancer un ultimatum et j'espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible. Et cette émission sera diffusée dans son intégralité ce soir à partir de 22h45. 24h Sénat, tout de suite le débat. Notre invité ce soir, Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC du Haut-Rhin et vous êtes intervenu au nom du groupe centriste dans l'hémicycle pour apporter votre soutien à l'intervention française en Centrafrique. Est-ce qu'on a beaucoup entendu la question de la modestie des moyens? Est-ce que la France est en train de s'installer dans une intervention de longue durée avec des moyens limités, Jean-Marie Bockel? C'est vraisemblable. Et mon intervention, ça a été un 8 mai, c'est-à-dire que j'ai, à l'instar certainement d'autres collègues, posé un certain nombre de questions. Oui, nous nous inscrivons dans la durée, mais nous ne sommes pas seuls. Et au fond, ce qui est important, c'est la montée en puissance à la fois des forces européennes, qui se sont engagées avec également des moyens, mais également une présence en soldats. C'est la montée en puissance de la MISCA, des forces africaines, et c'est aussi la perspective d'avoir la présence des casques bleus et de pouvoir, le moment venu, moduler la présence française, évidemment, au fur et à mesure de cette montée en puissance. L'objectif principal étant néanmoins, pour nous, qui avons été les premiers, et il fallait prendre cette décision à l'époque, prendre nos responsabilités. L'objectif, c'est naturellement de faire le travail. Le travail à la fois de sécurité et d'empêcher toutes ces exactions qui se sont multipliées, qui se sont tout de même un peu calmées. Et puis aussi, derrière, évidemment, faciliter le travail politique de reconstruction. Alors Jean-Louis Carrère, vous êtes sénateur socialiste des Landes et président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que cette intervention n'a pas été néanmoins peut-être sous-dimensionnée? C'est un reproche qu'on n'a peut-être pas entendu au Sénat, mais à l'Assemblée nationale de la part de l'opposition. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus compétents que nous. Alors c'est pour ça qu'ils l'ont écouté. Bien sûr que tout n'a pas été comme nous l'aurions souhaité. Et bien sûr que Jean-Marie Bockel a raison quand il pose un certain nombre de questionnements. Et bien sûr que nous attendons plus de l'Europe et qu'il faut nous battre, mais tous ensemble, pas en se le renvoyant à la face, en se disant que toutes les forces politiques de notre pays doivent demander à l'Europe, au moment où on va vivre des élections européennes, une présence contributive à cette remise de la paix, à cette lutte contre la terreur dans un pays comme la Centrafrique. Alors que nous ayons sous-dimensionné les forces au départ, peut-être que nous ayons eu, comment dirais-je, la légèreté de penser que ça pouvait se régler très vite parce que nous n'avions pas exactement mesuré la force des haines en présence, certainement. Mais nous avons en ce moment la volonté d'adapter
tout ce qui va se passer en Centrafrique au retour de la paix, et on a déjà fait de gros progrès à Bangui, il faut aller sur le reste du territoire, empêcher la partition et redémarrer ce pays qui en a absolument besoin. Moi, je pose une seule question, et je suis sûr que Jean-Marie me rejoindra. Qu'adviendrait-il si un pays positionné comme l'est la République centrafricaine était un pays gagné par le chaos, compte tenu de sa position au cœur de la zone où il est en ce moment? Moi, je pense qu'il serait très déstabilisant pour l'Afrique et que donc nous sommes engagés pour résoudre ces problèmes. J'ajoute un mot. Je partage totalement. Il faut préparer le terrain de telle sorte que l'ONU puisse intervenir le plus rapidement possible. Non pas. C'est possible, ça, Jean-Louis Carrère, puisque s'il y a un envoi de casque bleu, ça sera peut-être pas avant l'été sur le terrain. Alors. Certainement pas. Mais si c'est à l'été, ce sera déjà très bien. Et compte tenu du fait que ça pourrait être à l'été, ça laisse présager, si les choses se déroulent comme nous le souhaitons, qu'au mois de février 2015, on puisse procéder à des élections pour redémarrer politiquement ce pays. Jean-Marie Bockel, on a beaucoup parlé de la situation militaire, mais tout ne dépendra pas de l'intervention armée. Il y a aussi une situation humanitaire catastrophique en Centrafrique. Alors, quel peut être le rôle de la France, justement? En Centrafrique, il y a tout en même temps. Il y a la situation sécuritaire, on vient d'en parler, avec tout de même la perspective, au-delà de la présence des Nations Unies, un jour, que l'Afrique, et notamment l'Union africaine, puisse assurer sa propre sécurité par rapport à ces crises. Il y en a eu, et il y en aura d'autres, et ces crises qui freinent le développement de l'Afrique. Alors que, comme nous l'avons dit dans un rapport que nous avons fait, président Carrère, en commission sur l'Afrique et notre avenir, il y a là des perspectives, alors qu'elle est à nos portes, cette Afrique, formidable, et pour l'Afrique et pour nous. Il y a en même temps, vous l'avez dit, la dimension humanitaire. Je l'ai dit à la tribune, aujourd'hui, tous les fonds qui ont été prévus au niveau de l'Europe, des Nations Unies, pour le moment, ne sont pas arrivés jusqu'aux réfugiés. Il y a donc un travail à faire. Bien sûr, la France qui est présente sur le terrain, qui est présente près du camp de Mpoko, peut jouer un rôle important. Et puis, en même temps qu'il y a cette dimension humanitaire, sécuritaire, il y a la dimension politique, bien sûr. Il faut que la transition se prépare, que les élections aient lieu, mais ça suppose aussi une réconciliation. Aujourd'hui, d'ailleurs, les forces religieuses, face à ce risque aussi de guerre, et à la fois religieuse et interethnique, ces forces, qu'elles soient chrétiennes, catholiques, musulmanes, travaillent à porte un discours de paix. Et puis, il y a derrière, ça a aussi été évoqué dans le débat d'aujourd'hui, toute la dimension de développement, de reconstruction. Ça mettra des années. Et là aussi, la France, l'Europe ont un rôle à jouer. Et c'est aussi, bien sûr, l'affaire et des Africains et à la fois des autorités, mais aussi des habitants de Centrafrique, que bien sûr, de se mobiliser pour reconstruire leur pays dans la paix. Et tout ça, c'est posé ensemble. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus, d'avoir quitté l'hémicycle pour parler de la situation en Centrafrique sur ce plateau. On a posé la question aux internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. La France doit-elle poursuivre son engagement en Centrafrique? Les internautes ont répondu non à 54%, oui à 40% sur 206 votants. Et nous, on a répondu oui à 97%. Voilà. On a un travail d'explication, c'est sûr. Un travail pédagogique auprès de l'opinion publique. On doit s'en expliquer, et trop souvent l'opinion publique méconnaît. Eh bien, les téléspectateurs pourront revoir le débat sur l'intervention en Centrafrique demain matin sur notre antenne à partir de 10h30. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk, bonne soirée et à demain.